Sait-on jamais avec le hasard? Alors, je regardais cette enquête, ou plutôt cette série d'entretiens qu'avait faite Émile Noël en 91 déjà, qui a été publiée au Seuil ensuite, où voilà, c'est paru sous le titre Le hasard aujourd'hui, on était en 91. Qu'est-ce qui a changé depuis? Il avait interviewé plein de gens très intéressants, donc tous les domaines, des sciences humaines aux sciences dures. Qu'est-ce qui a émergé en fait depuis comme domaine qui n'aurait pas, voilà, qui n'était pas forcément prioritaire en 91 et qu'il est devenu maintenant? Écoutez, je ne sais pas si on peut dire vraiment que des choses importantes ont émergé. Je crois que ce qui est vrai, c'est que dans un certain nombre de domaines, par exemple en physique théorique, un certain nombre d'idées ont été poussées un peu plus loin, améliorées, mais sur le fond, je crois que depuis 30 ans, on ne peut pas dire que dans ce domaine-là, il y a eu des révolutions radicales. Alors il n'y avait pas de sciences cognitives, il n'y avait pas les théories de la complexité par exemple, oui, mais alors pas encore du tout parmi le panel qu'il avait fait. C'est tout à fait vrai, mais précisément je ne suis pas tout à fait sûr que la question du hasard joue un rôle aussi important qu'on veut bien le dire. En particulier sur ce qu'on appelle les théories de la complexité, par rapport auxquelles je suis quelque peu sceptique. Disons qu'on peut toujours invoquer le hasard, mais comme une espèce de maître mot assez vague. Et en revanche, dans les domaines où la question du hasard joue un rôle très précis, très sophistiqué, utilisant les mathématiques probabilistes, etc., oui, on a progressé, mais sans révolution radicale, me semble-t-il. Depuis 91. Depuis 91. Mais c'est une réflexion plus générale que je fais là, c'est-à-dire qu'il me semble que la seconde moitié du XXe siècle a vu finalement assez peu de grandes avancées scientifiques théoriques. On a énormément progressé à l'intérieur de chaque domaine, en particulier sur le plan technique. Mais du point de vue conceptuel, moi je suis frappé au contraire par la différence entre la première moitié du XXe, où alors là c'est une effervescence considérable, et puis la seconde moitié où les gens, oui d'accord, améliorent leur théorie, perfectionnent, puis au fond les plus grandes découvertes, s'éloignent un peu de la question du hasard, mais les plus grandes découvertes de la seconde moitié du XXe siècle, c'est, disons, des découvertes négatives, découvertes d'ignorance. La matière noire, l'énergie noire, la partie du code génétique dont on ne sait pas à quoi elle sert. Donc je crois qu'on a surtout découvert nos ignorances. Ce qui est très bien d'ailleurs. Je m'en félicite à certains égards. C'est très bien, et puis dans le domaine du hasard, là en revanche, ça peut acquérir un statut théorique quand même, la découverte de l'ignorance, puisque... Oui. Absolument. La question étant précisément de savoir ce qui relève du hasard ou ce qui, au fond, va trouver des explications en termes de causalité jusque-là ignorées. C'est un petit peu ce que disait Émile Noël d'ailleurs quand il en vient à vous, puisque voilà, il vous interviewe à ce moment-là sur la mécanique quantique. Il commence par dire, j'ai trouvé ça amusant au début, que tout le monde n'a pas arrêté de lui répondre depuis voilà, les mathématiques, la biologie, tout le monde n'arrête pas de lui dire que le hasard n'existe pas. Et il espère, en venant à vous, qu'enfin on va lui dire que le hasard existe. Donc à ce moment-là, vous lui répondez que c'est un débat et que on est en 91 là encore. Est-ce que vous diriez encore la même chose ? Oui, je crois que oui, parce que la question de savoir si ce hasard, qui est effectivement pratiquement présent dans la théorie quantique, quand nous faisons des prévisions sur tel phénomène ou tel dispositif expérimental, elle se formule souvent, pas toujours, hein, mais souvent en termes de probabilité. Mais la question de savoir si ces probabilités traduisent un hasard qui serait consubstantiel, qui serait de nature ontologique, ou
s'il s'agit plutôt d'une question épistémologique, cette question n'est pas réglée et fait l'objet de débats encore très très vifs. Et pour beaucoup de mes collègues encore en théorie quantique, qui s'en tiennent à des versions qui sont quand même maintenant, c'est pas 1991, mais ça serait même 1931 ou même 1927, suivant laquelle, oui, au cœur de la matière, au niveau des phénomènes que traite la théorie quantique, oui, il y aurait une sorte de hasard absolument indépassable, intrinsèque. Je fais partie de ceux pour qui ça n'est pas évident du tout, et pour lesquels l'intervention du hasard serait plutôt de nature épistémique. C'est-à-dire le hasard serait un moyen, et je ne devrais pas parler de hasard parce que le terme finalement est trop vague, la théorie des probabilités, je vais dire, parce que là on est plus précis. La théorie des probabilités jouerait un rôle qui permet d'articuler des champs théoriques hétérogènes. Alors, je précise un peu pour le cas de la physique quantique. La grande difficulté, c'est que si vous regardez la théorie quantique en tant que telle, l'équation Schrödinger qui permet de calculer les niveaux d'énergie d'un atome d'hydrogène ou le comportement d'un électron, d'un quart de particules, etc. Tant que vous en restez au niveau du comportement des objets fondamentaux de la théorie quantique, il n'y a pas de hasard. Il y a au contraire une théorie, je parlais de l'équation de Schrödinger, peu importe évidemment sa forme exacte, mais ce n'est pas une équation de type probabiliste. Elle vous dit exactement ce qui va se passer, mais elle vous le dit dans des termes qui empruntent la voie des concepts spécifiques de la théorie quantique. Or, ce que nous voulons, in fine, c'est pouvoir raisonner à partir des concepts qui sont des concepts de type macroscopique. Où est l'électron? À quel endroit je vais le trouver? Mais si vous demandez la théorie quantique en tant que telle, vous dira, mais cette question, c'est pas que je ne sais pas y répondre, vous dire la théorie, c'est que c'est une question qui n'a pas de sens. Attribuer à l'électron une position précise, c'est aller à l'encontre de sa nature propre. Alors, il dit, oui, d'accord, mais moi, quand je l'observe dans un appareil macroscopique, je vois bien qu'il va se matérialiser sur une plaque photographique ou dans un détecteur à un endroit précis. Et la théorie quantique va me dire, oui, mais ça, c'est parce que tu travailles avec la théorie classique, qui n'est pas la mienne. Et à ce moment-là, on voit bien que la théorie des probabilités, disons le hasard pour être plus rapide, va intervenir comme une sorte de joint suffisamment souple pour permettre d'engrener deux théories qui n'ont pas d'atomes crochus directement. Un matériau hydraulique. Il y a un milieu hydraulique dans lequel... Ou une espèce de tampon élastique entre les deux qui permet que l'une fasse fonctionner l'autre. Et là, on voit bien que la difficulté, elle est due à la différence des concepts utilisés d'un côté et de l'autre. Et que, a priori, il ne s'agit pas vraiment de la nature propre des objets matériels. Alors cette question du statut du hasard comme joint épistémique ou épistémologique, elle est intéressante puisque c'est une chose que vous développiez depuis un bout de temps. Est-ce que c'est une question de langage ou est-ce que c'est une question d'échelle? C'est-à-dire qu'en fait, vous dites que le hasard est pratique, en fait, que c'est une notion qu'on utilise de façon à pouvoir articuler ensemble des systèmes hétérogènes qui sont aussi des langages hétérogènes. Est-ce que c'est une question d'échelle? Est-ce que c'est pour articuler ce qui se passe à un niveau qui est le niveau quantique et ce qui se passe au niveau de l'expérience? Ou est-ce que c'est pour articuler ce qu'on dit dans un certain langage, le langage d'une certaine physique, et ce qu'on dit dans un autre langage? Alors, ce n'est pas une question d'échelle. La réponse est claire. Ce n'est pas une question d'échelle parce que, contrairement à
doxa assez répandue, il n'est pas vrai que la théorie quantique soit uniquement une théorie du micro ou même du nanoscopique et que les théories classiques antérieures soient des théories du macrocosme, voire du mégacosme. Ceci est faux doublement parce que d'une part, au niveau microscopique, parfois, les objets se comportent d'une façon que l'on peut raisonnablement décrire par les théories classiques. Inversement, il y a des objets macroscopiques et pas des moindres au niveau astronomique, par exemple une étoile naine blanche ou une étoile à neutrons, qui sont des objets macroscopiques irréductiblement quantiques, qu'on ne peut pas traiter autrement qu'en faisant intervenir la théorie quantique. Donc ce n'est pas une question d'échelle entre le petit et le grand, entre le très petit et le très grand. Là, la réponse est claire. Maintenant, est-ce que c'est une question de langage ? Oui, mais plus profondément, c'est une question de concept. C'est-à-dire que derrière le langage, c'est une question des notions, des concepts qui sont utilisés. Et qui donc, comme ils sont différents, doivent nécessairement se formuler verbalement avec des mots différents. Je dis nécessairement, ça n'est pas si évident, parce que il n'est pas si simple, quand on arrive dans un domaine jusque-là inexploré, comme les physiciens l'ont fait au début du XXe siècle, quand ils ont commencé à explorer le monde quantique, justement. Il n'est pas si simple de changer de langage. On a quand même envie de continuer à parler, en ce qui concerne l'électron, de sa position, de son énergie, etc. Soit, mais à condition de bien comprendre que ce que nous continuons à appeler position-énergie sont des concepts très différents à certains égards, ont quelque chose en commun, mais très différents des concepts tels qu'ils étaient utilisés jusque-là. Et donc, ce n'est pas seulement une question de langage, ou plus précisément, on pourrait exiger que ce soit plus une question de langage que ça ne l'est, c'est-à-dire qu'on soit plus attentif à la mise en œuvre de langage plus intrinsèquement approprié au phénomène que l'on étudie. Et moi, je trouve que la physique moderne, de ce point de vue-là, a été un peu laxiste dans son rapport au langage. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas vraiment posé la question de savoir si tel concept méritait une terminologie véritablement nouvelle ou si on pouvait un peu extrapoler la terminologie ancienne. Ça ramène à des débats très anciens. On avait déjà eu cette question lors d'une très célèbre controverse avec Einstein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça remonte même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la question du rapport entre la langue courante et les théories spécifiques est une question fort ancienne. Quand Newton introduit le concept de force, il emprunte ce mot force à la langue vernaculaire, mais il lui fait subir une transformation complète. Il le spécifie, il le limite, et en même temps il le charge d'une mathématisation qui n'existe pas dans la langue courante. Alors, est-ce qu'il aurait fallu à ce moment-là trouver un mot nouveau? On ne va pas refaire l'histoire, mais on peut constater que plus tard, au XIXe siècle, les physiciens vont précisément se donner les moyens de forger des termes absolument neufs, des néologismes, pour désigner les phénomènes qui ne ressortent pas de l'expérience courante. Alors ça va être tout le 19e, l'électromagnétisme, la thermodynamique, etc. etc. Je crois qu'ils ont bien fait. On leur a reproché parfois d'utiliser des mots que le vulgum pecus ne comprenait pas. La question se pose, mais au moins un mot qu'on ne comprend pas, on ne le comprend pas de travers. Ce qui est
un atout d'un certain point de vue. Parce que quand vous regardez la physique moderne, qui, je le répète, est assez, à mon avis, irresponsable dans son rapport au langage, qu'elle va vous parler de trous noirs, de supercorps, de Big Bang, que sais-je encore, sont des termes qu'on croit pouvoir comprendre, alors que leur usage spécifique, dans le cadre de la théorie, est très très loin des images et des représentations qu'on peut en avoir dans la langue courante. Là, on est au cœur du problème du hasard, puisque le hasard entre entièrement. C'est bien pour ça qu'il me semble qu'il faut être très prudent avec le mot lui-même, et que je crois qu'il vaut mieux, quand on parle de choses spécifiques, parler de la théorie des probabilités, qui n'est pas une théorie générique du hasard, qui s'applique à certains phénomènes aléatoires, mais qui doivent pourtant avoir une certaine régularité. Alors ce statut qui est intéressant de la notion de hasard, qui est un peu en fait entre épistémie et épistémologie, on le retrouve aussi dans votre intérêt qui est ancien maintenant pour la protophysique, pour ces formulations anciennes du rapport à la nature qu'on trouve par exemple chez Lucrèce. Et il y a un chapitre qui est passionnant dans votre livre qui est paru en 2020 dans le Tuba Essai sur la théorie atomique de Lucrèce. Donc comment vous voyez ça? Quel est cet intérêt pour le clinamen tel qu'il se formule chez Lucrèce? Oui, avant le clinamen lui-même, Lucrèce, je trouve que c'est un auteur absolument passionnant que tous les physiciens devraient lire, parce qu'il a un statut épistémologique, pour réutiliser ces gros mots, que je trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand le physicien moderne le lit, il est, en tout cas je suis, écartelé entre ça c'est une intuition absolument formidable oui mais les raisons qui lui font avancer cette idée ne tiennent pas vraiment debout. Oui, vous dites souvent il a raison pour de mauvaises raisons. Il a raison pour de mauvaises raisons. Et ça c'est absolument passionnant. C'est passionnant parce que, je dépasse un peu le cas de Lucrèce, parce que je me demande si souvent nous n'avons pas raison pour de mauvaises raisons, si nos descendants dans quelques siècles ne vont pas dire « Ah ben oui, ils avaient compris pas mal de choses, c'est assez intéressant ce qu'ils avaient trouvé. Oui, mais alors les arguments, les raisonnements par lesquels ils étaient arrivés là, franchement, c'est douteux. » Donc cet exercice de relecture dans une sorte de préhistoire me semble tout à fait intéressant. Et alors, précisément, la grande question chez Lucrèce, c'est comment j'essaye de me sortir d'un dilemme entre une vision complètement déterministe du monde et puis faire sa place sinon à l'aléatoire, du moins au contingent. On voit bien que dans la vie courante, les choses arrivent de façon fortuite, contingente. Et c'est là qu'il invente, après ses maîtres, qu'il introduit la notion de clinamen. Et je pense, moi, que les traductions qu'on en donne en général ne sont pas vraiment convaincantes. On dit la clinaison ou déclinaison, la déclinaison. Oui, vous dites que vous préférez inclination. Oui, alors moi j'aime bien inclination parce que, avec toute la charge éventuellement affective que ça comporte, qui d'ailleurs, me semble-t-il, tout à fait en résonance avec la pensée ou même la représentation du monde de Lucrèce. Eros est une force. Ben oui, bien sûr. Lucrèce, c'est quand même un hymne à Vénus. Donc que cette force d'attraction soit sur un mode proche de celui du désir, tout simplement, je trouve que ça serait assez intéressant de le concrétiser en parlant d'inclination. Et alors à ce moment-là, ça anticipe, mais sur un mode évidemment complètement différent, ce que la physique moderne va
va montrer, enfin moderne, oui moderne, pas forcément contemporaine, moderne depuis en particulier Newton, c'est la capacité qu'ont les corps de s'attirer, aussi de se repousser, ce dont Lucrèce ne parle pas, mais de s'attirer mutuellement. Donc il y a une préfiguration de cette notion d'action à distance qui par ailleurs, pour Lucrèce, est impensable en tant que telle, puisque comme tout le monde jusque très tard, jusqu'à Newton, etc., les seules actions possibles sont les actions de contact. Ça, je comprends. Je comprends pourquoi j'exerce une force sur cette table en la cognant. Maintenant que la Lune et le Soleil agissent sur la Terre sans la toucher, pose quand même un sérieux problème. Et je pense que Lucrèce a parfaitement conscience de ce problème-là au niveau de sa théorie atomique, et que c'est comme ça que il introduit de façon un peu fantasmatique son clinamen. Alors la forme de cette introduction, elle est intéressante puisque vous dites, si je lis la façon dont vous le formulez, Démocrite, Épicure et Lucrèce n'ont pas trouvé d'autres moyens, voilà, pour concilier l'obligation physique, matérielle de la chute avec le besoin de la combinaison. Donc en fait, voilà, il faut concilier nécessité et contingence. Et alors là, vous dites, car il faut bien qu'il y ait de la contingence, ce qui permet de préserver la liberté humaine. Voilà un argument qu'on connaît bien. S'il doit y avoir de la liberté et de la contingence, il faut qu'il y ait de l'aléatoire. Alors là, est-ce que vous vous mettez dans la peau de Lucrèce ou en combinant comme ça l'obligation et le besoin, en fait? Est-ce que je me mets dans la peau de Lucrèce. Voilà. C'est quand même intéressant. Pourquoi faut-il qu'il y ait de la liberté? Parce que nous croyons, nous avons envie de croire à cette liberté, ou alors sinon, évidemment, on rentre dans une vision complètement déterministe. Tous nos gestes, ce que je suis en train de vous dire, le fait que nous soyons là, étaient prédéterminés de toute éternité, ce qui est pensable, le cas échéant, mais pas vivable. Donc c'est pas de l'archéologie du savoir, ça, c'est vraiment... on est en train de glisser quand vous dites il faut qu'il y ait. C'est une position rétrospective au moment où vous l'écrivez, mais quelque part, y a-t-il une autre solution? Oui, je crois que... Enfin, alors, il faut qu'il y ait, on pourrait peut-être dire, pour être plus prudent, il faut qu'on puisse penser. C'est différent. C'est différent. C'est-à-dire que je peux concevoir, à la limite, que tout soit prédéterminé, écrit quelque part dans un grand livre, mais je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin de décider, de vouloir. On en revient au statut pratique de la notion d'aléatoire chez vous, en fait. À chaque fois, on revient soit parce que c'est pratique pour parler, soit parce que c'est pratique pour penser, soit, ce qui est quand même très différent, parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Oui, oui, non, mais absolument, c'est une question de praxis, absolument. Alors, on peut peut-être l'éclairer pour préciser un point qu'on a plus ou moins évoqué tout à l'heure. Quand je disais, il vaut mieux souvent, pour être précis, en particulier quand il s'agit de physique, parler spécifiquement de la théorie des probabilités, qui est une formalisation remarquable d'ailleurs, tout à fait étonnante du hasard, mais d'un certain hasard. Alors je donne un exemple très très bête. Jouer au dé. La théorie des probabilités va vous permettre de calculer la probabilité que sorte un 5 ou un 3 ou un 2. Elle ne vous permettra pas de calculer la probabilité que votre dé se casse. Et alors là, on voit la différence entre l'aléatoire du résultat du tir au dé et puis le contingent qui pourrait arriver s'il y a une fêlure dans votre dé. Qui lui arrivera et ne peut pas du tout être maîtrisé a priori par la théorie des probabilités, sauf si vous le replacez à ce moment-là dans un cadre plus général, que vous dites « Ah oui, mais la théorie des matériaux m'explique que tous les dés ont des structures cristallines avec des failles, etc. » Et à ce moment-là, en le replaçant dans un cadre plus global,
je peux faire de ce fortuit de l'aléatoire. Mais ça exige que j'ai pas seulement un seul dé qui va se casser. Et donc, tant qu'on a un phénomène unique, il restera de l'ordre du hasard non maîtrisé, non théorisable. Alors dans ce propos que vous tenez sur rétrospective, donc toujours sur l'opposition bien connue entre Lucrèce et la réponse que lui fait Cicéron, on ne peut pas concevoir que tout ça arrive par hasard, on ne peut pas concevoir que quelque chose d'aussi organisé que le monde soit produit par hasard, par cette déclinaison des atomes qui se seraient entrechoqués, argument dont on connaît la postérité ensuite. Le monde ne peut pas avoir été fabriqué par hasard. Vous reprenez la position par exemple des créationnistes américains, dont c'est l'argument principal. L'hypothèse contre-intuitive évidemment que le hasard puisse produire quelque chose d'aussi organisé que le monde reste inacceptable, vous dites, pour beaucoup d'esprits. Pour le vôtre aussi ou pas? Non, pas pour le mien. Et je ne dirais pas que c'est le hasard qui produit l'organisation. Je dirais plutôt que c'est l'extraordinaire multiplicité du monde. J'évite le mot complexité parce qu'il est trop chargé. Mais c'est qu'il y a tellement de choses dans le monde et tellement de temps, et c'est ça le point principal que, par exemple, les créationnistes négligent, puisque évidemment, comme il faut être fidèle aux Écritures, on n'a guère que quelques milliers d'années pour fabriquer tout ça. C'est très très court, effectivement. Quelques milliers d'années, je ne vois pas comment ça serait possible. Mais dès lors que vous acceptez le fait que l'univers a une échelle de temps qui se chiffre en milliards d'années, alors là, il peut s'en passer des choses. Il peut s'en passer. Du point de vue de l'apparition de formes organisées, hautement structurées, a priori improbables, mais encore une fois, on se donne dans le temps. Mais il faut rajouter aussi, quand même, que, en tout cas pour moi, l'évolution du monde n'est pas quelque chose qui le propulse vers un état de plus en plus organisé et de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désorganisation, il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de pertes de structures dans le monde. Et alors ça, c'est ça qui permet aussi de relativiser un peu l'idée que, mais comment ça se fait que autour de nous, tout ça soit si bien organisé. Non, mais tout ça n'est pas si bien organisé. Il y a même beaucoup de désorganisation permanente dans le monde. Donc au fond, ce monde organisé dont nous essayons de comprendre comment il est possible, la première chose, c'est de reconnaître qu'il ne concerne qu'une assez faible partie de la réalité. Et donc, au fond, est-ce que c'est si étonnant qu'une petite partie de la réalité soit organisée alors que tout le reste est un vaste chaos ou désordre? J'ajoute que même du point de vue de la théorie de l'évolution biologique, ça c'est Stephen Jay Gould qui insistait beaucoup sur ce point-là, il est erroné de penser que l'évolution se fait toujours dans le sens d'une complexité et d'une organisation croissante. Il y a des tas de lignes évolutives qui se décomplexifient. Il donnait l'exemple des ammonites. Les superbes ammonites bien enroulées en spirale ne sont pas les dernières dans l'évolution. Au contraire, il y a un moment où elles se déroulent et elles deviennent des trucs un peu n'importe comment, beaucoup moins structurées que celles auxquelles nous pensons. Et puis il y a toute l'évolution de certaines espèces animales vers des formes parasitaires complètement réduites, des pertes de fonction complètes. Il y a des espèces de poissons, par exemple, où le mâle ne devient plus qu'un petit parasite de la femelle. Il perd toutes ses fonctions autonomes de nourriture, de déplacement, etc.
Quelle belle perspective d'avenir pour l'espèce humaine. Et il est juste un petit parasite. C'est juste, au fond, ça n'est plus qu'un organe qui produit des... Donc, ça me paraît important de penser ça, de penser que le monde ne va pas vers une complexité toujours plus grande, toujours plus merveilleuse. C'est curieusement rassurant. Oui, moi je trouve que c'est rassurant et du coup, contrairement, alors ça je fais écho à une discussion permanente et très longue que j'ai avec mon ami Hubert Reeves, moi je trouve que c'est presque plus émerveillant de penser que les formes structurées, organisées, etc. du monde sont marginales, minoritaires. Je trouve que c'est encore plus merveilleux que de penser que le monde entier est en train d'évoluer vers le grand oméga de Teilhard de Chardin, quelque chose comme ça. Alors vous qui avez une vraie réflexion sur le récit scientifique, sur les rapports entre science et culture, vous racontez beaucoup, vous racontez très bien, est-ce que vous faites une place à voilà, cette thématique très utilisée par les scientifiques qui est celle du hasard dans la démarche scientifique, des rencontres, comment vous voyez l'utilisation qu'on fait parfois du hasard quand on décrit les découvertes, quand on décrit sa méthode, quand on décrit son parcours? Oui, c'est toute l'idée qui est devenue assez à la mode ces dernières années de la sérendipité. Ça me paraît une évidence. Ça me paraît une évidence, c'est-à-dire que je crois simplement qu'elle a pu apparaître comme neuve ou un peu inédite parce que le monde scientifique s'est un peu intoxiqué au cours du 19e avec l'idée que la science avait enfin trouvé, contrairement aux autres entreprises humaines, un mode de pensée et d'action méthodique et systématique. Alors ça, c'est toute la grande méthodologie du 19e, Claude Bernard et compagnie, etc. On y revient avec la programmation quand même. Pardon ? On y revient avec la programmation quand même. Oui, mais justement, mais sur un mode qui est un mode purement empirique du coup. C'est ça la différence peut-être. Hein. C'est-à-dire que pour Claude Bernard, il n'y a qu'une façon de faire. On observe, on fait des hypothèses, etc. Effectivement, ça ne marche pas du tout comme ça dans la pratique. Et quiconque connaît bien le milieu scientifique et pratique la science et connaît un peu l'histoire des sciences ne peut que reconnaître. C'est pour ça que moi je ne formulerais même pas ça en termes de hasard, parce que formuler ça en termes de hasard, ce serait dire « Ah, de temps en temps, il se passe quelque chose qui fait que j'ai une découverte inattendue qui arrive. » Non, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que, et là encore, à condition de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une intervention qui serait une intervention positive du hasard. Alors on reconnaît, on dit « Ah oui, c'est par hasard que j'ai rencontré un tel qui m'a dit que j'ai eu telle bonne idée. » Oui, mais c'est aussi par hasard que j'ai laissé tomber ma fiole qui s'est cassée et que j'ai raté cette expérience. Donc le caractère contingent de la vie humaine en général, je ne vois vraiment pas comment il pourrait être absent de l'activité scientifique. Ça serait un privilège exorbitant qu'elle soit la seule à échapper à ça. Alors très bien, reconnaissons-le, mais ce n'est pas une découverte d'une radicalité fondamentale. Le hasard en science est banal. Oui. Voilà.